à tous, je suis heureux de vous accueillir aujourd'hui pour ce webinaire qui est consacré à un sujet crucial pour les agriculteurs et les acteurs de la production agricole, à savoir comment choisir et comment utiliser un produit formulé à base de micro-organismes. Donc finalement, que ce soit pour la protection, pour la stimulation, pour la fertilisation des cultures, c'est primordial de bien comprendre les caractéristiques et les mécanismes de ces produits pour en extraire un bénéfice agronomique maximal. Donc, je m'appelle Benoît Delfour et je suis responsable technique pour la société L'Allemand Plantcare. Et aujourd'hui, c'est moi qui vais assurer la présentation de ce webinaire. Donc, au cours de cette session, l'objectif, c'est qu'on explore les points suivants. Alors, d'abord, je vous rappellerai succinctement qui est la société L'Allemand Plantcare et donc qui organise ce webinaire. Et ensuite, je présenterai quelques éléments de contexte et enjeux liés au recours aux micro-organismes dans l'agriculture. Et puis ensuite, j'aborderai les points qui permettent principalement d'analyser et de choisir un produit microbien dans ce que l'on voit comme une offre de plus en plus complexe, avec de plus en plus de produits. Et puis enfin, je présenterai les clés qui, selon nous, sont primordiales à la bonne utilisation et surtout à l'optimisation des résultats agronomiques de ces solutions microbiennes dans nos systèmes agricoles. Donc, avant de débuter cette présentation, je voulais vous encourager à poser vos questions tout au long du webinaire. Notre objectif, c'est vraiment de partager les connaissances, encourager des échanges. Donc, par contre, vos micros et vos caméras, ils sont automatiquement coupés, mais vous avez quand même la possibilité de poser vos questions dans une section qui est dédiée. Donc, c'est sur la partie haute de votre application Teams. Et comme vous pouvez le voir à l'écran, il y a un petit logo Q&R, donc questions et réponses. Et vous avez le process pour poser vos questions. Et puis, on prendra le temps d'y répondre selon la durée de la présentation dans un petit créneau dédié à la fin de la session. Donc, pour information, la présentation elle devrait durer entre 25 et 30 minutes. Elle sera enregistrée et on vous enverra l'enregistrement à l'issue de la présentation. Donc, comme je l'ai évoqué un peu plus tôt, le webinaire il est organisé par la société L'Allemand Plantcare. Et la société L'Allemand Plantcare, elle appartient au groupe L'Allemand. Donc c'est un groupe qui est canadien et qui est spécialisé dans la production et la distribution de micro-organismes pour une multitude d'applications, principalement pour les industries agroalimentaires. Et nous, dans la branche L'Allemand Plantcare, donc à destination du monde agricole, on concentre nos efforts sur d'abord la production, la formulation et ensuite la mise en marché de biopesticides et de biostimulants. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont exclusivement formulés à partir de micro-organismes ou de leurs dérivés. Ces micro-organismes, c'est principalement, comme vous l'avez à l'écran, levures, bactéries et champignons. Donc je vous remercie d'être présent et je vous souhaite une session, j'espère, enrichissante. Donc comme je le disais, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai pensé que pour commencer, on devrait un peu replacer les choses dans leur contexte, surtout en ce qui concerne l'industrie agroalimentaire et nos systèmes de production. J'enfonce un peu une porte ouverte, mais vous le savez, actuellement, on est dans une situation où la population mondiale, elle n'a jamais été aussi élevée dans l'histoire de la planète. Et cette situation, elle est appelée à changer assez radicalement dans un délai très court. C'est ce que vous avez à l'écran. Les prévisions, elles montrent qu'au cours des 25 prochaines années, le nombre d'habitants de la planète, il pourrait passer ou devrait passer d'un peu plus de 8 milliards de personnes à quasiment 10 milliards d'ici à 2050. Et en toile de fond, la production des denrées alimentaires pour nourrir cette population, ça représente un énorme défi. Et c'est également en train de changer. Les systèmes de production alimentaire, ils évoluent vers des méthodes de production agricole avec moins ou sans pesticides, plus de produits biologiques, des méthodes d'agriculture génératrice, etc. Et ces aspects-là, notamment en France et plus largement en Europe, ils prennent de plus en plus de place. On fait face à de nombreux cahiers des charges des metteurs en marché de ces denrées alimentaires. Et ça impacte drastiquement nos méthodes de production. Donc, pour répondre à la fois aux attentes du marché quant aux méthodes de production, mais aussi aux enjeux réglementaires et aux outils entre guillemets, qui sont à disposition des producteurs, on a plusieurs leviers à notre disposition. C'est ce que vous avez sur la partie droite de l'écran. Et évidemment, le premier levier, c'est la génétique. Donc, dans un contexte où, par exemple, les matières actives, pour la protection des cultures, elles sont de plus en plus restreintes. Mais on fait aussi face à l'émergence
ou même à la réémergence de pathogènes ou de ravageurs, c'est cette sélection variétale qui représente un levier majeur pour y faire face. Mais c'est des process qui prennent du temps et dans l'attente de variétés qui soient résistantes ou tolérantes ou adaptées à notre problématique, le changement climatique auquel on fait face, on doit recourir à d'autres leviers, comme ceux mentionnés sur la droite de l'écran. Et ces leviers, ils ne s'utilisent pas seuls et les résultats ils nous montrent qu'on doit souvent les combiner pour atteindre des objectifs de production qui soient durables, donc économiquement viables pour nos producteurs. Et c'est le point qui nous intéresse aujourd'hui, et plus particulièrement donc, le recours aux biosolutions, et notamment celles formulées à partir de micro-organismes. Donc, comme je le disais, aujourd'hui, il y a de plus en plus d'offres alternatives, notamment ces micro-organismes. Et pour cela, et en fait que ça concerne des produits de biocontrôle, mais aussi des produits de biostimulation, il y en a de plus en plus. Donc il y a pour nous de nombreux défis à relever en raison de cet afflux de produits sur le marché. Et c'est important, même très important, de pouvoir interpréter les informations qui sont disponibles, parce que ces produits à base de micro-organismes, ils varient énormément, que ce soit en termes de type, de mode d'utilisation, de contenu, du coup d'efficacité. Et donc l'objectif c'est de donner un peu quelques clés pour naviguer dans cette offre qui est complexe et de prendre des décisions qui soient éclairées à partir de ces informations disponibles. Donc c'est le point qu'on va discuter, quelle est l'information et comment l'obtenir. Donc voilà, donc dans cette première partie, je vais d'abord appréhender comment on aborde, comment on choisit les produits à base de micro-organismes, comment on interprète l'offre, et ensuite, si j'ai le temps, en fonction du temps, je présenterai comment on optimise les résultats attendus à l'utilisation de ces produits. Donc, le premier point que je voulais aborder, même si vous pourriez me dire que j'enfonce un peu une porte ouverte, mais c'est les informations qui sont importantes à retrouver sur l'étiquette et les fiches techniques. Donc nous, depuis nos débuts, on est fermement convaincus, et d'ailleurs on a pris l'habitude de mettre autant d'informations que possible sur l'étiquette d'un produit. Et moi j'insiste sur le fait que c'est la voie à suivre pour fournir l'ensemble des informations aux utilisateurs. Donc, ici j'ai repris en synthèse les principales informations d'un de nos biofongicides, le Prestop WP. Et ce que l'on voit, c'est que les deux premiers points qui sont importants, c'est d'abord la fonction du produit. Elle doit être précise et claire, et elle doit apparaître clairement sur l'étiquette et les fiches techniques. Le deuxième point, c'est les cibles ou les fonctions du produit. Donc, quelles sont les allégations, qu'est-ce qu'il est capable de contrôler, et ça c'est primordial parce que les micro-organismes, c'est pas des principes actifs ou des fertilisants traditionnels. Donc c'est vrai que c'est des partenaires des cultures, ils tissent des relations complexes qui vont au-delà parfois de la seule fonction pour laquelle on les sélectionne, mais ils ne peuvent pas résoudre tous les problèmes à eux seuls. Donc, ils ont généralement leur spécificité. Et ce point, pour moi, il est très important et cela prouve aussi qu'ils ont bien été homologués pour ces usages. Donc ça, c'est un point primordial. Et comme vous le savez sûrement, pour l'homologuer, ça implique la démonstration par de nombreux essais de l'efficacité du produit sur cet usage ou concernant une allégation. Mais aussi pour un point très important que sont les potentiels impacts toxicologiques ou écotoxicologiques. Donc ça prouve qu'ils ont bien été étudiés et que l'ensemble de ces données-là, elles ont bien été fournies aux différentes entités ou autorités qui sont en charge des homologations. Et d'ailleurs, dans le cadre de l'homologation des produits, et plus particulièrement c'est vrai pour les produits de protection des plantes, on doit passer par plusieurs étapes. Et généralement, cette première étape, elle concerne l'approbation du principe actif. Et dans notre cas, c'est la souche du micro-organisme que nous homologuons. Et donc, la souche, en fait, c'est la base de notre travail, finalement. Tous les organismes vivants, ils sont caractérisés par un système hiérarchique. Comme vous l'avez à l'écran, et c'est les trois derniers points du système hiérarchique qui sont très importants. Le genre, l'espèce et la souche, voilà, comme c'est mentionné, avec ici un exemple pour un de nos micro-organismes. Et ce qui est important dans la lecture des étiquettes et dans le choix d'un produit, c'est que connaître seulement le genre d'un micro-organisme, c'est pas suffisant. Même connaître l'espèce, ça suffira pas pour caractériser son rôle ou son potentiel impact agronomique. Donc, il est très important
de connaître la souche spécifique. Voilà. Potentiellement, si vous observez une efficacité avec un produit, en fait, vous ne pourrez pas le remplacer par un autre produit qui contient un micro-organisme du même genre et même de la même espèce, surtout si c'est une souche différente. Donc, comme je l'ai écrit, hein, je mets l'accent là-dessus, hein, c'est vraiment la souche seule qui permettra de retrouver la spécificité et aussi son absence de toxicité. Donc, aujourd'hui, c'est vrai que sur le marché, on peut faire face à de nombreux produits où les micro-organismes ils sont définis seulement sur l'espèce et ils vont être caractérisés par des termes comme SP ou SPP. Et ces termes-là, ça signifie qu'en fait, on se retrouve face à des produits qui sont composés d'une ou de plusieurs espèces. Mais quelle espèce combien? En quelle quantité? C'est des éléments qu'on n'a pas. Et alors, ça ne veut pas dire que si vous utilisez ce genre de produit, vous n'aurez pas de résultats ou de bénéfices agronomiques, mais vous aurez un impact sur la prédictabilité, la répétabilité des résultats, du coup la consistance. En fait, vous aurez beaucoup d'incertitudes. Donc nous, on prend beaucoup de précautions vis-à-vis de cet aspect-là, et plus particulièrement avec les produits à base de micro-organismes. Il y a un autre point qui est très important à souligner, et là c'est ce que vous avez à l'écran. Pour choisir un produit, c'est vrai que je ne suis pas forcément le plus objectif, mais je considère que le fabricant c'est très important, ainsi que les méthodes de fabrication. Et donc là aussi, c'est des informations qui devraient apparaître sur l'étiquette, parce qu'au final, il y a peu d'acteurs à l'échelle mondiale qui sont en mesure de produire et de formuler des micro-organismes à large échelle. Donc, lorsque l'on souhaite passer d'un microbe, d'un inoculum de départ, donc c'est ce que vous avez sur la gauche de l'écran sur les boîtes de pétri, hein, donc ça c'est la souche qui a été sélectionnée, un produit dans son emballage est utilisable, donc ce que vous avez en haut à droite de l'écran, qui s'applique correctement, qui est pur, qui est sans contaminant, en fait on doit passer par de nombreuses étapes de fermentation et ensuite de nombreuses étapes post-fermentation. Donc la fermentation c'est la multiplication des micro-organismes, hein, et ils vont nous permettre de formuler le produit, et ces process-là c'est ce qu'on appelle le downstream process. Et ce qui est très important tout au long de cette chaîne, hein, c'est qu'il y ait des étapes de contrôle de la qualité. Alors ça c'est un point crucial parce qu'il faut vérifier l'absence de contaminants, la quantité aussi du micro-organisme qui est produit, sa viabilité, et il faut vraiment mettre l'accent sur ce point-là parce que produire un micro-organisme pur sans contaminants, c'est un vrai défi. Et il y a un dernier point aussi qui est intéressant lié au système de production, et j'ai vraiment envie de le partager parce qu'on a vu donc l'importance de la souche. Donc on a un matériel génétique donné, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut fortement impacter le comportement du microbe, hein, quel que soit son à souche égale, en fonction du process de production. Donc selon les stress qui vont pouvoir être appliqués aux micro-organismes durant le process, selon la qualité du milieu de culture, selon les types de fermentation qui sont utilisés, aussi durant toutes les étapes de séchage ou de concentration, en fait toutes les étapes du downstream process, on va se retrouver avec des produits qui peuvent voir leur efficacité ou leur utilisabilité, leur conservation variée. Donc nous on met régulièrement en place des essais pour valider l'impact du process de fabrication sur le produit final et du coup tous les éléments que je viens de citer. Un autre point qui est important dans le choix d'un produit et qui lui aussi va être déterminé par le process de production, c'est la forme dans laquelle va se retrouver le microbe dans le produit formulé. Alors, c'est vrai que cette information, elle apparaît pas toujours sur les étiquettes ou les fiches techniques, mais elle reste importante parce qu'elle va fortement impacter les caractéristiques du produit. Donc, comme vous voyez là sur la belle photo à droite de l'écran, vous avez différents organes ici d'un champignon sur cette photo donc, qui est montrée à microscopie électronique. Donc, on voit qu'il y a du mycélium là, avec les ifs. On voit qu'il y a des conidies en haut à droite dans le fond de l'écran. Les conidiophores aussi dans le fond, au milieu. Donc, il y a différentes possibilités pour formuler un micro-organisme. Alors, ça varie hein, selon les micro-organismes, mais elles peuvent toutes être intéressantes dans les applications agronomiques, qu'elles soient végétatives ou de conservation. Mais ce qu'il est important de retenir, c'est que l'objectif pour nous, c'est de produire des formes de conservation. Donc les spores pour les bactéries ou les conidies pour les champignons.
Et c'est vraiment elles qui vont nous permettre de formuler un produit qui soit stable, de forte concentration et du coup efficace. Voilà, avant de passer les dernières slides sur la partie choix du produit, un point qui est important d'aborder, c'est la mesure de la concentration en matière active dans les produits. Donc, pour les produits de synthèse, généralement on va raisonner en grammes de matière active par kilo ou par litre de produit, mais ça n'a pas vraiment de sens pour les produits formulés à base de micro-organismes. Ce qu'il faut être en mesure de compter, de comptabiliser, c'est le nombre d'individus vivants qui sont contenus dans le produit. Et donc en microbiologie, pour ça, on parle d'UFC, donc d'unité formatrice de colonies, et ce par gramme ou par millilitre de produit brut. Donc les UFC, ou vous pouvez aussi voir CFU en anglais, elles vont définir en fait le nombre de champignons ou de bactéries viables qui vont être capables de se multiplier et donc de former une colonie. Et alors, pour vous donner un ordre de grandeur, hein, oui, c'est ce que vous avez à l'écran, une population bactérienne qui serait à 10 puissance 6, unité ferment colonie, donc UFC par gramme, c'est très faible. Et nous, on va considérer ça dans nos process de production comme un contaminant. Donc en fait, c'est une quantité négligeable. Et en microbiologie, généralement, on parle plutôt de milliards d'UFC par gramme, donc 10 puissance 9 par les bactéries. Voilà. Donc ça, c'est un point de vigilance quand on va étudier un produit sur le marché, parce qu'on peut être confronté à des quantités qui sont en fait très variables et parfois très faibles. Donc, comme je vous l'avais dit précédemment, en fonction de la dose que l'on va appliquer par hectare, là aussi, ça ne signifie pas que vous n'aurez pas forcément d'effet sur la culture ou le contrôle d'une maladie, mais ces quantités faibles, elles font prendre de grands risques quant à la répétabilité des résultats ou l'obtention de bénéfices sur la culture. Et pour vous donner encore un autre ordre de grandeur, alors même si c'est vrai que cela varie selon les souches pour les produits à base de bactéries, par exemple pour les bactéries PGPR, donc celles qui sont utilisées pour la stimulation racinaire ou la solubilisation du phosphore par exemple, nous on va cibler des doses qui sont à 10 puissance 12 CFU par hectare. Voilà, le point suivant, il concerne les cocktails microbiens. Alors, j'ai choisi de vous présenter ça parce que c'est une question qui nous revient souvent quant aux produits qui sont formulés avec des micro-organismes. On peut être confronté à deux typologies de produits. Donc, comme vous avez sur la gauche de l'écran, des produits monosouches. Donc, c'est plus ce que l'on va produire, nous, au sein de l'Allemand Plantcare. Des produits avec une souche bien identifiée dans des niveaux de concentration élevés. Et sur la partie droite, vous avez les cocktails ou les consortiums de microbes, où là, on va voir parfois plusieurs espèces qui sont mélangées, plusieurs souches. Parfois, on ne connaît même pas les souches. Et c'est vrai que nous, pour nous, c'est quand même un point de vigilance pour nous, ces produits-là. Alors, là encore, ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas de résultats agronomiques à l'utilisation de ces produits-là. Mais vu que le contenu peut être variable, parfois les proportions en microbes ne sont pas connues. Se posent beaucoup de questions à l'utilisation de ces produits. Quelle va être l'évolution des quantités de certains de ces micro-organismes au fil du temps par rapport à d'autres? Quelle va être la réelle proportion de ce produit-là et du coup l'impact agronomique des souches qui sont contenues sur la culture. Donc nous, chez l'Allemand Plantcare, on produit quasi exclusivement, sauf pour certains rhizobiomes, notamment en Amérique du Nord, des produits monosouches. Et en somme, notre objectif, c'est, comme je le disais précédemment, c'est d'avoir un résultat qui soit prédictible et constant. Voilà, alors, un point avant de terminer aussi par rapport à la formulation, mais je ne vais pas trop m'étendre sur cette diapositive parce que vous le savez déjà, il y a de nombreuses formulations disponibles qui sont possibles aussi pour les produits à base de micro-organismes. Mais à la limite, ce qu'il faut retenir ici, pour nous, c'est un enjeu vis-à-vis de la conservation. Voilà. Bon, il y en aura un autre que je vais vous présenter après, mais en gros, pour les produits liquides, l'idée, l'objectif, c'est d'éviter la réactivation du microbe lorsqu'il est stocké. Donc en fait, on se retrouve avec un enjeu de stabilité, voilà, surtout dans les phases aqueuses. Et de l'autre côté, pour les produits solides, qu'ils soient poudreux ou granulés, l'objectif, ça va être de travailler sur l'absence d'humidité.
pour une bonne conservation et une bonne viabilité du produit. Voilà. Donc en fait, voilà, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut se méfier des formes liquides aqueuses, qui sont souvent peu stables. Voilà. Mais le point qui est intéressant, il repose sur la diapositive suivante. Alors, ici, voilà. Et lui, il concerne le lien entre la formulation et l'efficacité de certains produits. Donc voilà, pour finir sur cet aspect choix d'un produit, moi je voulais conclure sur ça. Donc l'impact de la formulation sur l'efficacité. Alors, c'est pas forcément vrai pour l'ensemble des micro-organismes, mais dans l'exemple que j'ai choisi à l'écran, vous verrez que par les données, c'est très important. Donc ça, c'est notre bio-insecticide, c'est le Lalgard M52OD qui est formulé avec un champignon entomopathogène. Donc c'est une souche de Metarhizium bruneum, la souche MA43. Et cette formulation, elle est primordiale parce qu'il est formulé avec une huile, donc c'est une formulation OD, une huile dispersible, et cette huile, elle va permettre d'accompagner le micro-organisme pour effectuer son cycle, à savoir adhérer à la cuticule de l'insecte pour l'infecter. Donc cette huile, elle va protéger des UV et elle va limiter aussi de la dessiccation des spores. Et en termes d'efficacité, le gain, il est plus que significatif. Et c'est ce que vous avez sur la partie gauche de votre écran, sur le graphique, qui exprime en fait la dose létale 50, donc la quantité de spores nécessaire pour tuer la moitié de la population d'un insecte donné. Et ce que l'on voit, c'est que dans le cadre d'une formulation aqueuse, il faut, vous voyez, 1 million de spores pour tuer 50% de la population versus 8900 pour la formulation huileuse. Donc c'est-à-dire 112 fois plus de spores nécessaires à la formulation aqueuse pour atteindre le même résultat d'efficacité. Donc ça, c'est un point primordial à retenir aussi dans le choix de certains produits. Alors c'est difficile d'extrapoler, de généraliser, mais pour certains produits, c'est vrai que la formulation aura un impact significatif. Voilà. Donc je vous propose maintenant qu'on passe rapidement, on va dire, aux bonnes pratiques à l'utilisation des produits microbiens. Donc c'est ce que j'ai essayé de résumer sur cette slide ici avec ces 5 différents points. Donc l'objectif en fait, c'est comment on fait pour obtenir des résultats constants qui soient en phase avec nos objectifs de production. Donc les 5 points suivants, c'est d'abord l'objectif. Donc c'est un prérequis, mais le produit doit forcément répondre à un objectif de production, et que ce soit pour la biostimulation ou pour la protection. Donc c'est la première question à se poser, à savoir si le produit il répond à un objectif précis qui permettra du coup le bon positionnement du produit sur le cycle. Voilà, ça c'est primordial. Le deuxième point, c'est de savoir si le produit va être compatible avec mon système de culture ou compatible avec mon itinéraire technique. Donc ai-je le matériel adapté pour l'appliquer? Va-t-il être impacté par les autres intrants que j'utilise? La viabilité va-t-elle être impactée? Ça c'est plus que primordial. Le point suivant, et c'est souvent là où on a beaucoup de questions, c'est le positionnement. Donc à quel stade je dois l'appliquer, sur symptômes déclarés, en préventif, les intervalles de traitement, etc., etc. Donc c'est forcément un point crucial, mais pas que, c'est pas le point principal, tous les autres sont tout aussi importants. Et notamment le suivant, qui concerne la préparation et l'utilisation de la bouillie. Donc avec les produits microbiens, on crée des suspensions, il n'y a pas de solubilisation des microbes dans la bouillie de traitement, on les suspend dans une bouillie de traitement, donc c'est primordial d'appliquer une bouillie homogène, donc une suspension homogène pour permettre du coup des doses constantes à l'application du produit. Et pour conclure, un point d'importance, d'ailleurs il aurait pu être dans les premiers, parce que finalement le stockage il peut fortement impacter l'efficacité du produit. Et donc il faut s'assurer que le produit il a été stocké conformément aux préconisations. Et l'objectif c'est que le produit reste viable et en quantité suffisante pour avoir l'effet attendu. Donc je vois que Mathieu a mis sa caméra, donc je parle beaucoup. On arrive bientôt à la fin de la demi-heure. Je vais aller assez rapidement sur les dernières slides. Je vais, avant de passer aux questions-réponses, parler des compatibilités. C'est un point important avant les questions, Mathieu. L'objectif il est très simple. Il faut s'assurer que le produit il performe comme attendu, même s'il est confronté à d'autres intrants de synthèse ou à l'utilisation de certains équipements. Donc pour ça, on fait des travaux de compatibilité et il faut que vous ayez accès aux informations de compatibilité pour l'ensemble des produits à base du microbe que vous utilisez pour assurer le bénéfice agronomique à l'utilisation de ce produit.
Et un autre point aussi que nous on intègre dans les compatibilités, c'est la toxicité potentielle vis-à-vis des auxiliaires des cultures. Donc notamment dans les cultures sous abri, où l'impact sur la PBI doit être pris en compte pour bien positionner le produit. Voilà, je vais revenir ici, mais finalement, c'est difficile de généraliser pour l'ensemble des produits microbiens parce qu'ils ont tous leurs spécificités, mais en gros, les points de vigilance, c'est les suivants. La préparation de l'ébouillie. Certains produits vont nécessiter des préparations différentes que d'autres. La dose, point très important, donc selon les recommandations, nos recommandations. La période d'application. Bon alors, généralement, les micro-organismes, ils ont besoin, ou ils aiment, du moins ils favorisent des conditions humides et températures, ni trop froides, ni trop chaudes, etc. Problématique d'UV aussi, ça peut être important. Bon, il y a toujours des leviers à actionner pour pallier à ces éléments-là. Le dernier point, un des points aussi, c'est le mode d'application ou l'équipement, parce qu'il va être important parce qu'il va permettre de bien cibler la zone où apporter la préparation. Et ça va dépendre des micro-organismes. Est-ce qu'il faut être proche des racines? Est-ce qu'il faut être sur la semence, sur le feuillage, sur une partie du feuillage, seulement la zone fructifère, etc., etc. Ce qu'il faut retenir, c'est que chaque micro-organisme il a un lieu de vie privilégié, et donc ça va impacter sa durée de vie et sa capacité à effectuer son cycle biologique et du coup apporter un bénéfice sur la culture. Et un point très important, je l'ai mentionné avant, mais il faut le répéter, c'est le nombre d'applications et le timing de ces applications. Généralement, la clé, c'est la préventivité dans les applications, donc ça c'est plus qu'important. Et aussi le nombre. Certains micro-organismes, ils vont s'associer durablement à la plante, mais d'autres, ils ont une durée de vie plus limitée, donc il faut répéter les applications pour être efficace. Donc, en fait, en synthèse, ces produits sont assez techniques et de bien respecter les instructions à la préparation et à l'application, ça vous permettra d'accéder à des résultats constants et efficaces. Donc, il nous reste 3 minutes à notre présentation. Donc, je vais passer cette slide ici. Juste avant, je vous remercie pour votre attention. Avant les questions-réponses, je me permets juste d'afficher mon adresse mail si vous souhaitez aborder d'autres sujets ou aller plus loin dans les conseils d'utilisation des produits, mais aussi 2 liens. Un vers le Knowledge Center où vous retrouvez plein d'articles très intéressants sur le monde du micro-organisme dans l'agriculture, et notre chaîne YouTube sur laquelle vous retrouvez quelques vidéos assez instructives sur les modes d'action par exemple de nos produits. Voilà. Mathieu, il nous reste 3 minutes pour les questions et réponses. Merci Benoît pour cette présentation. Alors je vais démarrer avec la première question. Est-ce qu'il est possible de multiplier ses propres micro-organismes à la ferme? Et si je le fais, qu'est-ce que je risque? Alors oui, c'est possible. En soi, vous pouvez le faire. Mais comme on l'a dit précédemment, lors de la production de micro-organismes, il y a des gros enjeux liés à la pureté de la souche. On peut être confronté à des dérives génétiques. Et pour ça, nous, dans nos process de production, on repart toujours d'un inoculum d'une souche bien identifiée. Donc il y a ce risque-là de dérive génétique. Et puis le plus gros risque, c'est le risque de contamination. Vous risquez de multiplier des contaminants. Et ça, c'est en fait la production de microbes, c'est un métier. Hein. Donc oui, c'est possible, mais il y a des risques de manque d'efficacité de par la dérive génétique et de production de contaminants. Donc on a parlé tout à l'heure de l'importance de l'homologation. Est-ce qu'il y a un risque à utiliser des produits non homologués? Et si oui, quels sont ces risques? C'est très vague comme question, c'est drôle. En fait, il y a des risques à utiliser des produits non homologués. Oui, déjà d'un point de vue réglementaire, mais alors lié à l'utilisation de micro-organismes, ce qu'il faut savoir, c'est que les homologations, elles nous permettent de démontrer l'efficacité. Donc il y a un risque d'avoir une absence d'efficacité, premier point, parce qu'elle n'aura pas été démontrée, et donc les autorités n'auront pas été en mesure de délivrer l'AMM en face d'un dossier technique. Et puis il y a une autre précaution qui est potentiellement toxicologique et écotoxicologique. Même si ce sont des produits, dans la plupart des cas, qui sont à très faible risque environnemental, il pourrait y avoir un risque tox-écotox. On va prendre une toute dernière question, elle concerne les tests de compatibilité. Est-ce que tu peux nous décrire de manière succincte la méthodologie employée pour tester la compatibilité entre un micro-organisme et un produit de protection des plantes? Avec plaisir. Alors pour faire les tests de compatibilité, ce que l'on fait, donc on travaille en laboratoire. Ce que l'on fait, c'est que l'on mélange
le produit que l'on souhaite tester avec notre micro-organisme aux doses homologuées maximales. On les mélange pendant un temps de contact assez important, 6 heures. Et ensuite, on vient vérifier la viabilité de notre micro-organisme après ces 6 heures de temps de contact dans des conditions de laboratoire. Et on se compare à un témoin non traité. Et selon des seuils qui sont assez restrictifs, si on est en deçà du seuil, on va être incompatible avec le produit testé. Et si on est au-dessus, on est compatible. Voilà. Écoutez, je vois que la demi-heure est passée. Je vous remercie à tous pour votre présence et votre attention. Donc, comme promis, on vous enverra l'enregistrement de cette présentation et aussi vous recevrez un questionnaire qui nous permettra peut-être d'aiguiller les prochains webinaires que nous organiserons ou tout simplement de nous donner des pistes d'amélioration à la réalisation de ces webinaires. Merci à tous et bonne journée.